Vous écoutez le débrief issu de l'émission spéciale S1002 du podcast Faut pas pousser les ISO consacré au Lumix S1R2 diffusé le mardi 29 avril 2025. Nous sommes toujours avec Laurent Carcena de Panasonic France qui est accompagné du créateur et youtubeur Damien Bernal pour parler du nouveau Lumix S1R2. Laurent, Damien, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette grande émission. Première question pour toi, Laurent. 6 ans entre le S1R et le tout nouveau S1R2. Pourquoi autant d'attentes ? Parce qu'il fallait développer une gamme plus compacte aussi. À l'époque du S1R et de la gamme S1, c'était des boîtiers assez volumineux et qui ont eu un accueil un peu mitigé du fait qu'on n'était pas attendu sur des boîtiers de cette taille-là. Donc les recherches et développements de différents boîtiers, en l'occurrence, si je fais bien le calcul, 4 voire 5 boîtiers sur 6 ans, ça me choque pas plus que ça. Arrivé aujourd'hui que le marché de Lumix est bien installé sur le plein format avec des modèles plus haut de gamme, c'était une logique. Maintenant, je peux comprendre que 6 ans paraissent longs, mais ça valait le coup d'attendre. Damien, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi l'ergonomie t'a séduit sur le S1R2 ? Moi, tu sais, cet écran dont on a beaucoup parlé qui permet de rester dans l'axe, mais aussi de se déporter. Donc, en fait, c'est le meilleur aussi bien en photo qu'en vidéo. Et ce petit switch photo-vidéo qui permet de choisir dans quel monde on a envie de travailler et de simplifier les menus et de permettre l'utilisation de la molette PASM dans les deux mondes, moi, c'est quelque chose. Et la protection du capteur. C'est quand même les trois éléments qui, pour moi, changent l'ergonomie complètement d'un boîtier et rend le boîtier beaucoup plus agréable à utiliser. Laurent, est-ce que tu peux nous présenter en quelques phrases ce nouveau S1R2 et ses principales caractéristiques ? Oui, donc on est sur un boîtier 44 millions de pixels, capteur rétro-éclairé, stabilisé, particulièrement stabilisé d'ailleurs, avec double ISO, donc une bonne sensibilité malgré le fait que ce soit un 44 millions de pixels. Un boîtier qui est tropicalisé, durci, donc extrêmement solide, avec une ergonomie, comme vient de le dire Damien, particulièrement pensée. Une prise en main que je trouve très bonne, ce grip est très chouette. Et une rafale à 40 images secondes, un moto de résolution à main levée à 177 millions de pixels. Et pour ce qui est de la partie vidéo, la vidéo jusqu'à de la 8K, voire même 8,1K en open gate, c'est-à-dire sur l'intégralité du capteur pour les utilisateurs multiformat, vertical, horizontal, en une seule prise de vue. Des débits vidéo particulièrement bons, parce qu'on est capable de faire du RAW en interne, voire sur SSD externe, et jusqu'à de la 4K 120 sans crop directement sur le boîtier, et sans compter toute l'ergonomie, les outils, les assistants, les luttes, tout ce qui peut aller avec. Damien, tu as pu le tester dans différentes situations. Ce boîtier, selon toi, il s'adresse à quel profil, à quel type d'utilisateur ? Écoute, c'est un capteur haute résolution, donc généralement, c'est des capteurs qui sont plutôt faits pour les photographes pour avoir plus de détails dans la photo, pour pouvoir faire des grands tirages. Et le capteur haute résolution a toujours, notamment quand il n'est pas empilé, une petite conséquence sur la partie photo. Ça amène une vidéo. Et le capteur haute résolution a par contre une conséquence généralement négative sur la partie vidéo. Alors certes, il est très fort en vidéo, juste la partie photo prend l'ascendant sur la partie vidéo. Damien, je reste avec toi. Haute résolution en photo, mais haute résolution aussi en vidéo. Est-ce que la 8K, c'est pas un peu overkill pour un vidéaste ? Non, on l'a vu tout à l'heure avec David, je pense que la 8K, c'est aussi une utilisation plus polyvalente. C'est pas dans le but d'être diffusé en 8K parce que aujourd'hui, on n'a pas vraiment de téléviseur 8K, mais c'est dans le but d'être recadré, un peu comme la haute résolution en photo. La 8K, c'est 4 valeurs de plan 4K. Donc, on peut imaginer une interview avec un plan qui prend les deux interlocuteurs et être capable de recadrer en 4K sur chacun des deux interlocuteurs et en fait d'avoir 3 valeurs de plan dans un seul plan. C'est aujourd'hui l'utilisation principale que peut avoir la 8K. On a vu tout à l'heure avec la 6K qu'on était capable de travailler en open gate et donc de travailler à la fois en vertical et en horizontal en même temps. Et donc, en fait, on est sur un boîtier qui est hyper polyvalent. Laurent, est-ce que tu peux nous résumer l'application Lumix Flow en 3 points ? Oui. Premier point, ça permet de créer des storyboards. Donc, pour ceux qui vont faire de la vidéo, vont pouvoir créer leur plan de travail et être sûr de ne pas oublier un plan, tout simplement.
Deuxième fonctionnalité clé pour moi, c'est que ça devient un moniteur externe complet, hein, avec tous les outils, les affichages d'informations, les vumètres, enfin les waveforms bientôt, etc. dedans. Et troisième plan, c'est un outil qui va servir aussi à la post-production parce que tous les plans qu'on aura tournés et donc via le boîtier et classés en fonction du storyboard qu'on a créé vont générer un petit fichier de montage qui vont permettre de classer automatiquement les fichiers qu'on a conservés directement et les mettre dans la timeline du logiciel de montage sans avoir besoin de refaire une sélection et un dérush en post-prod qui aura déjà été fait sur le terrain. Damien, est-ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché toutes les optiques nécessaires, aussi bien pour un usage photo que vidéo, en monture L? Oui, franchement, quand on voit ce qu'a Panasonic plus Sigma plus Leica, je pense qu'il faudrait être difficile pour pas trouver son bonheur. Pour terminer, Laurent, combien ça vaut un S1R Mark II? Alors, boîtier nu, c'est un boîtier à 3 599 €. Il existe un kit avec le 2405 F4 à 4 499 €. Merci pour toutes ces explications.